Les règles éthiques de fonctionnement des robots létaux autonomes ont vocation à devenir des lois de la robotique civile. En se basant sur le fonctionnement de ces machines, on définira le comportement des véhicules autonomes, voire des questions qui nous paraissent aujourd'hui éloignées, telles que la valeur juridique d'un conseil d'une intelligence artificielle se substituant à un médecin ou un avocat, par exemple. Avec nous pour en parler, Éric Martel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Robots tueurs, la guerre déshumanisée, les robots et drones autonomes visent zéro mort. Alors, pour commencer, ce concept de robot tueur renvoie à un dilemme moral, tuer ou ne pas tuer. Oui, alors effectivement, la guerre est une zone grise, les choses ne sont jamais totalement claires, mais quand même, il y a une question de responsabilité. Donc, il y a une responsabilité qui est en général assumée par des êtres de chair et d'os. Donc c'est clair que si on accorde ce droit à des machines, ça ne peut pas être sans conséquence sur le fonctionnement de la société. Il faut quand même savoir que c'est dans les conflits armés que beaucoup de des dilemmes moraux, des dilemmes éthiques, et puis même vous avez beaucoup de technologies qui sont après réimplantées dans le civil. La voiture autonome n'est que le résultat de recherches militaires qui ont été mises en place il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous avez de nombreux dilemmes éthiques sur le véhicule autonome. Est-ce qu'il doit, lorsqu'il est confronté à un obstacle, plutôt écraser un enfant qu'une personne âgée? Donc vous avez le MIT qui a fait une enquête à ce sujet. Mais en réalité, personnellement, je pense que c'est dans les conflits et c'est par les robots tueurs qu'on va trouver une solution à ce type de questions. Donc quand ce sera réglé dans le militaire, ce sera réglé dans le civil aussi? Oui, et aujourd'hui, dans le militaire, on se pose plein de questions. Comment régler ce problème-là? Alors vous avez une approche utilitariste. Finalement, on va raisonner en termes de nombre de morts. Si les robots tueurs sont aptes à moins faire d'erreurs que les êtres humains, quelque part, on aura résolu la question. Vous avez aussi une approche, j'allais dire, juridique formelle. Est-ce que si les robots tueurs respectent formellement les règles de la guerre, et s'ils la respectent mieux que les êtres humains, peut-être qu'à ce niveau-là, on aura réglé le problème. Et puis, face à ces deux approches, vous avez une troisième question, qui est la question mais juridique, mais plus au niveau philosophique, le fait qu'une machine, par définition, ça n'a pas de conscience. Et un être qui n'a pas de conscience n'est pas, par essence, responsable. Vous ne pouvez pas le poursuivre en justice. Même si pratiquement les militaires sont peu poursuivis en justice. Ils le sont poursuivis lorsqu'ils commettent des crimes très identifiés, très clairs, mais lorsqu'ils font des erreurs, ce qui est souvent le cas de la guerre, en général, ils n'ont que leur conscience. Mais leur conscience est déjà suffisante, c'est-à-dire que très souvent, non, pas très souvent, les militaires ont quasi systématiquement, sont tout à fait conscients de ce qu'ils ont fait, même lorsqu'ils ont commis d'atrocités. Après, que ça les empêche de dormir ou pas, c'est une autre chose. Par contre, c'est un problème qui ne se posera jamais pour une machine. Et qui sera responsable alors du coup il ne faudra pas qu'elle fasse d'erreur, la machine. C'est justement la question. En cas d'erreur, que se passe-t-il? A priori, on a eu une ou deux expériences, pas avec des machines autonomes, des machines automatiques. L'une en Afrique du Sud qui a eu un accident, il y a eu 9 morts. Le fabricant n'était pas responsable parce que c'était un événement qui était hors de sa portée. Les combattants qui l'ont utilisé non plus. Donc on ne peut pas, dans ces cas-là, définir clairement une responsabilité. Même si certains prétendent que oui, qu'une machine peut être programmée, donc le programmeur pourra être poursuivi. Non, dans la pratique, non. Surtout qu'en plus, la plupart de ces appareils sont conçus pour avoir une certaine autonomie, mais une autonomie adaptative. Ils sont conçus pour s'adapter et modifier leur comportement en fonction de leurs circonstances. Alors un autre point que vous abordez dans votre ouvrage, c'est que la guerre robotisée représente la conclusion du projet militaire cybernétique. Et vous dites à ce titre que l'armée aura été le fer de lance de la digitalisation de la société. Oui, l'armée a été pionnière depuis le début des années 40, clairement. Alors l'armée, c'est plus complexe. L'armée ne peut être pionnière que s'il y a des conflits armés.
C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les choses se cristallisent et se passent. Mais déjà le digital, c'est-à-dire qui en fait n'est pas autre chose qu'une extrapolation du codage-décodage lié à la Seconde Guerre mondiale. Après, vous avez tout le corpus intellectuel, idéologique de la cybernétique, très présent dans la Silicon Valley, qui est directement le résultat de recherche quelque part d'un mode de fonctionnement militaire et de recherche militaire. Donc ce qu'on vit aujourd'hui avec la digitalisation de la société n'est que le résultat de ce qui s'est passé il y a 30, 40 ans auparavant. Et à ce niveau-là, il est toujours intéressant de voir les évolutions actuelles, justement, qui ont un lien avec les robots tueurs. Par exemple, l'armée mise beaucoup sur ce qu'elle appelle les essaims, qui sont des petits appareils qui fonctionnent par groupe de manière décentralisée. C'est quelque chose c'est pas déconnecté de notre société actuelle. C'est quelque chose qu'on retrouvera dans le fonctionnement de notre société actuelle. Eh bien, merci Éric Martel pour cette analyse. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Robots tueurs, la guerre déshumanisée, les robots et drones autonomes visent zéro mort. Okay. Je vous remercie. Au revoir.